Les éléments que je vais vous présenter maintenant ont été identifiés comme étant des facteurs de réussite et de risque à l'installation et dans la conduite d'une micro-ferme maraîchère bio. Ces éléments ils sont issus d'échanges, échanges qu'on fait suite à la présentation des résultats intermédiaires du projet. Et voilà, donc c'était des échanges avec des conseillers, donc des accompagnateurs de porteurs de projets, de maraîchers installés, de formateurs, et puis de maraîchers et de maraîchères déjà installés. Donc on va parcourir ensemble ces cinq thématiques que sont la formation et l'expérience, la conception du projet et la construction de l'outil de production, des éléments liés à la stratégie d'entreprise, le pilotage de l'activité et un dernier volet sur la santé du maraîcher et de la maraîchère. Et donc en premier lieu, donc sur la thématique de la formation et l'expérience, avant la formation, l'idée c'est de multiplier les stages, les expériences professionnelles, woofing, visite de ferme, autant que faire se peut en fait, et ça sur différents systèmes maraîchers, qui soient mono ou multi-ateliers, voilà, des systèmes de plus ou moins grande surface et plus ou moins mécanisés. L'idée c'est de s'assurer que le projet dans lequel on s'engage, c'est bien la voie à suivre, hein. C'est aussi de rencontrer ses futurs pairs, c'est de se confronter et d'identifier ce que l'on veut faire ou non, et ce que l'on peut faire ou non. On peut aussi voilà, identifier des systèmes et des pratiques ou des organisations qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins bien. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger avec les agriculteurs sur divers aspects de la performance économique de la ferme, mais aussi sur la performance sociale et environnementale. Ensuite, pendant la formation, donc déjà on rappelle que la formation en elle-même, hein, elle permet d'acquérir les fondamentaux de la conduite technique et de la gestion d'une ferme. Et en plus, elle donne la capacité agricole. Elle permet d'avoir la capacité agricole, voilà, avec des formations telles que le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et cette capacité, elle permet d'accéder à certaines aides à l'installation, notamment la DGA. Et donc pendant la formation, on va essayer de favoriser les dispositifs de compagnonnage et ou des stages aussi longs que possible, hein, voilà, toujours dans l'idée de confirmer ou d'infirmer l'idée de projet, de monter en compétences techniques et de développer sa capacité à gérer une entreprise et à organiser l'activité agricole. Ensuite, après la formation et avant l'installation, et là aussi, l'idée c'est de se donner le temps et les moyens de multiplier les expériences aussi longues et diversifiées que possible. Ça peut passer par du salariat, des services de remplacement, du woofing, des stages, du compagnonnage, etc. L'idée c'est aussi de s'expérimenter à plusieurs niveaux de responsabilité, hein, de la posture d'ouvrier à celle de technicien, voire de chef de culture. Là, par contre, ça questionne la manière de financer ce temps-là où on a fait la formation et on n'est pas encore installé, comment on finance ce temps, c'est des questions à se poser. Et toujours, après, voilà, ça permet d'identifier ses forces et ses faiblesses, hein, toujours dans l'idée de se confronter au métier, et donc ses forces et ses faiblesses, de prévoir de les compenser ou éventuellement de les déléguer. Ça permet aussi de se former sur les pans du métier non productifs, entre guillemets, non agricoles, hein, la dimension voilà, de gestion, le management, la comptabilité, et puis aussi tout ce qui va être mécanique, bricolage et construction pour monter en compétences sur ce volet-là qui confère quand même un meilleur degré d'autonomie dans la maintenance notamment de ces équipements. Et puis voilà, on pourra profiter des temps d'échange autour de l'installation qui sont organisés par les réseaux locaux de l'accompagnement. Et ensuite, après l'installation, on parle beaucoup de formation tout au long de la vie. Donc l'idée c'est de continuer à se documenter, hein, sur la technique, mais aussi sur l'organisation du travail par exemple, sur la commercialisation, d'explorer d'autres modes de mise en marché, le management, et toujours en prenant soin de diversifier les sources d'informations, en prenant du recul et toujours contextualiser les informations que l'on va chercher par ailleurs. On peut aussi profiter voilà, des formations courtes sur des thématiques plus ou moins précises qui peuvent être proposées par les réseaux d'accompagnement locaux. Et puis voilà aussi les temps de partage entre pairs, entre maraîchers, c'est très très souvent des occasions riches voilà, pour échanger sur ces pratiques et envisager des pistes d'amélioration de son système. Je
passe maintenant à la deuxième partie, donc sur la conception du projet et la construction de l'outil de production. Donc on part de l'idée de projet, de l'idée initiale, en se posant les questions de pourquoi, pourquoi, quelles sont les motivations profondes qui nous donnent envie de se lancer dans ce projet. On développe une certaine vision aussi de notre projet, du projet à la fois du projet de vie et du projet professionnel. On questionne aussi ses besoins en termes de temps libre, en termes de revenus. Et puis voilà, ça conduit à se poser les questions de quoi en fait, quels ateliers, quelle production on veut sur sa ferme, quelle gamme de légumes, pour quel volume aussi. Et puis ensuite, voilà, on peut se poser la question des moyens, comment on met en œuvre ce projet, avec quelle capacité, quelles compétences, et puis bah, sur quelle surface, avec quel degré d'autonomie versus achat et prestations, les modes de commercialisation, voilà, quel temps de travail, quel niveau d'équipement, et puis bien sûr la question de où, quel territoire idéal pour accueillir le projet. Et puis on passe de l'idée de projet à la recherche de foncier. La recherche de foncier, précisons l'importance du réseau dans la démarche de recherche de foncier, que ce soit les pairs, les futurs maraîchers porteurs de projets, mais aussi voilà, les formateurs, les anciens maîtres de stage ou anciens patrons, et puis même les élus locaux peuvent être d'un certain appui, tout comme les structures comme Terre de Liens, comme les espaces tests, le réseau départ-installation aussi, ou des structures comme Ferme en Vie peuvent être d'un appui. Et puis on peut se poser la question aussi du mode de faire valoir, la propriété de la terre comme la location bah, ont leurs avantages et leurs inconvénients qu'il convient de mesurer en fonction de sa capacité d'investissement, en fonction voilà, de ses envies aussi, et puis bien sûr des opportunités qu'offre le territoire. Et une fois le foncier identifié, on peut passer à la mise en œuvre du projet. Donc là, c'est important de se laisser la possibilité de faire évoluer le projet initial, l'idée de projet, de le faire évoluer en fonction des contraintes. Et ça implique de bien mesurer ces contraintes. Et ces contraintes, elles sont à la fois liées au foncier, aux parcelles, à la terre qu'on achète ou qu'on loue. Voilà, que ce soit sur les surfaces disponibles, sur l'accès à l'eau, sur la présence ou non d'un bâti, de la pente éventuellement, de la nature du sol bien sûr, et puis du niveau d'isolement géographique aussi. Voilà, donc il y a des contraintes à mesurer sur tous ces aspects-là, et puis des contraintes aussi au niveau du territoire, en fonction des débouchés potentiels qu'offre le territoire, des opportunités de marché, voilà, les éventuels phénomènes de concurrence, mais aussi de synergie qu'il peut y avoir avec d'autres producteurs de légumes du secteur, la typologie de la clientèle, les fournisseurs et les éventuels appuis techniques aussi. Voilà, tout ça, il y a des atouts et des contraintes sur les parcelles et sur le territoire qu'il convient de mesurer et qui seront certainement susceptibles de faire évoluer l'idée de projet qu'on avait à la base. Il y a une nécessité vraiment importante de se confronter à ces dogmes, à ces principes, voire ces idées reçues, et surtout à leurs conséquences pratiques sur le terrain, et ça avant l'installation. Ces dogmes, au sens large, ils peuvent porter voilà, sur le type d'installation. Est-ce qu'on veut s'installer seul ou en collectif? Est-ce qu'on veut s'installer progressivement ou non? Est-ce qu'on est dans une situation de création ou de reprise de ferme existante? Tout ça, en fait, ça aura des conséquences pratiques. L'installation en collectif, elle ne s'improvise pas. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Aussi voilà, sur la production en tant que telle, en fonction du potentiel commercial du territoire et puis de la faisabilité technique sur le terrain à notre disposition. Et ben voilà, il y aura peut-être des productions qui seront peut-être plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Et puis en termes de pratique, surtout sur la place de la mécanisation, sur l'irrigation, le travail du sol, la diversification des cultures, la place des plastiques. Voilà, c'est très important de bien mesurer les conséquences pratiques de nos envies et de principes qu'on a par rapport à ces pratiques-là. C'est très important aussi de ne pas laisser la dimension économique de côté, parce que même si c'est un projet de vie, bah, c'est aussi un projet d'entreprise, un projet professionnel, et la dimension économique ne peut pas être laissée de côté. De bien mesurer ses attentes en termes de niveau de revenu, et puis voilà, les choix commerciaux qu'on peut faire aussi sont plus ou moins adaptés en fonction du territoire, il faut les mesurer.
Bien être conscient aussi que le temps de travail est souvent important en maraîchage, hein, et ça c'est à bien anticiper pour ne pas subir une situation et pour être bien en adéquation avec ses propres besoins. Par rapport à l'autonomie aussi, la recherche d'autonomie, au niveau des intrants, que ce soit en matière organique ou sur la provenance des plants. On peut chercher à être autonome sur ces aspects-là, mais aussi sur la main-d'œuvre ou sur l'énergie. Voilà, c'est important d'avoir conscience des conséquences pratiques au quotidien que cette quête d'autonomie elle peut avoir sur l'activité. Et puis voilà, il y a une imbrication, hein, entre le projet de vie et le projet professionnel, et une dissociation entre les deux qui est difficile à faire. Ça, faut bien en être conscient. Il y a les risques du métier aussi au niveau de la santé, hein, mais aussi des risques financiers, des difficultés techniques, des aléas climatiques où il faut en être conscient. Et puis voilà, tous les événements de la vie qui pourront avoir un impact sur le projet, c'est important d'en avoir conscience. Après, au-delà de ça, sur la mise en place de l'outil de production en tant que tel, euh, il y a de nombreux retours d'expérience qui évoquent l'intérêt de se donner du temps entre l'installation et le moment où on va commencer à commercialiser. En fait, de se donner le temps de bien mettre en place l'outil de production, de faire les investissements, mais voilà, de les installer, de dimensionner les réseaux d'électricité, d'irrigation le cas échéant, d'avoir monté ses abris, aménagé son bâti pour le stockage, pour le conditionnement, la préparation. Bah, en fait, pour tout ce temps-là de mise en place de l'outil de production, c'est intéressant de ne pas le mener de front, en fait, de tout mener de front et de commencer en même temps à produire et à chercher à tout prix à commercialiser parce que, bah voilà, pour éviter de tout mener de front et de limiter cette charge qui est à la fois mentale, technique et aussi financière qui est susceptible de mettre fin au projet prématurément. Et donc ça pose la question bah, du financement de ce temps-là, hein, où on est installé mais où on ne commercialise pas encore. Quels moyens de subsistance pendant cette période, voilà, c'est à bien mesurer. Et puis ça questionne aussi voilà, les investissements prioritaires à réaliser en phase d'installation pendant cette période. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et à noter aussi que, bien sûr, on n'est pas du tout dans la même dynamique si on est dans une situation de reprise d'une ferme qui existe déjà avec un outil de production et des circuits opérationnels. Où là, un démarrage progressif sera fatalement beaucoup moins évident. Et puis enfin, voilà, on peut aussi parler d'insertion dans le tissu socio-professionnel du territoire, hein. Ça permet en premier lieu de lutter contre l'isolement qui est un facteur d'échec certains, hein, mais ça en général dans le monde agricole. Ça permet aussi d'être ouvert à d'éventuelles innovations, des évolutions de pratiques, des améliorations possibles, à la fois sur le plan technique, matériel, comptable aussi, la mutualisation. Et voilà, cette insertion dans le tissu socio-professionnel, elle peut se faire auprès des agriculteurs, pas que les maraîchers, hein, mais tous les autres, les acteurs du conseil et de l'accompagnement, les centres de gestion, les fournisseurs ou divers réseaux d'entraide pour échanger du matériel ou des services. On passe à la thématique numéro 3, donc ça traite de stratégie d'entreprise, avec en premier lieu la question de l'installation à plusieurs. Euh, ce qu'il faut absolument anticiper, c'est la gestion du collectif. Une installation en collectif, ça ne peut pas s'improviser et il y a énormément de projets qui prennent fin prématurément, faute d'avoir bien anticipé la gestion du collectif. Alors bien sûr, hein, s'installer à plusieurs, ça présente plusieurs avantages, hein, un partage de la charge mentale et physique liée à l'activité. Ça permet aussi de croiser les visions et c'est des opportunités de remise en question aussi pour construire un système qui soit viable. Après, il y a plusieurs points de vigilance, hein. Même si c'est pas souvent le cas, on conseillera quand même d'avoir déjà travaillé avec les personnes avec lesquelles on s'installe, parce que les connaître sur le plan personnel c'est une chose, mais sur le plan professionnel c'en est une autre. À noter aussi qu'il est plus aisé de monter un projet à plusieurs que d'intégrer des associés a posteriori.
Et puis voilà, bien anticiper la gestion du collectif, hein, c'est-à-dire en termes d'organisation du travail, de méthode de travail, et puis d'anticiper aussi les modalités de cessation de l'activité, de tout ou partie des personnes qui sont impliquées pour éviter que ça s'improvise au moment où on y est confronté. En termes d'investissement, maintenant, je parlais tout à l'heure d'investissement prioritaire. Alors d'abord, il y a quelque chose sur la dynamique temporelle des investissements. Évidemment, c'est fondamental de se doter d'un outil de production au démarrage qui soit opérationnel et efficace pour la phase d'installation, pour commencer à produire dans de bonnes conditions. L'idée, malgré tout, c'est quand même de limiter la charge de la dette pour pas que ça n'entame trop le revenu disponible pendant les premières années. Et puis, l'idée, c'est aussi d'essayer de garder des marges financières pour accompagner l'évolution de son système technique dans les années à venir, parce que le système évoluera nécessairement et avoir conservé au moins une petite capacité d'investissement pour accompagner cette évolution, c'est fondamental. Après, voilà, donc ça questionne du coup cette dynamique temporelle des investissements et questionne les investissements prioritaires qui sont nécessaires au démarrage. Alors d'abord, on dira que voilà, il n'y a pas d'économie à faire sur l'ergonomie. Et puis ensuite, donc il y a cinq catégories d'investissements considérées comme prioritaires. Déjà, les aménagements de circulation et d'accessibilité sur la ferme. Avoir des voies de circulation, des allées qui sont praticables en tout temps, c'est un tracas quotidien en moins quand on n'a pas à se soucier de comment on circule sur sa ferme et de la pénibilité que ça peut induire aussi, hein, parfois. Ensuite, les abris. Alors les abris, bien sûr, c'est à dimensionner en fonction de la gamme de légumes qu'on souhaite produire, et puis ça a bien confronté aussi aux règles d'urbanisme local qui peuvent parfois contraindre l'installation des abris, voire du bâtiment. Ensuite, les réseaux, hein, les réseaux à la fois d'électricité et puis bien sûr les réseaux d'irrigation, à la fois en plein champ et sous abri. Là aussi, toujours en fonction de notre contexte local. Ensuite, le bâti ou à minima des locaux, hein, que ce soit pour le nettoyage des légumes, du matériel, pour la préparation des commandes, le conditionnement des livraisons, et puis pour le stockage évidemment des outils et à la fois du matériel, donc à la fois des légumes. Donc là aussi, c'est en fonction de la gamme qu'on produit, hein. Selon qu'on est que sur du stockage tampon entre la récolte et la vente, ou qu'on est aussi sur du stockage de légumes de conservation par exemple, ce ne sera pas dimensionné de la même manière. Et puis après, voilà, sur l'agroéquipement, là aussi en fonction de son système technique, on veillera à ce que cet agroéquipement il permette de gagner du temps et ou du confort. On veillera à éviter les investissements gadgets onéreux et qui ne permettent ni du gain d'efficacité ou de confort. Et puis voilà, c'est aussi à mesurer en fonction de la gamme qu'on va produire, en fonction du territoire, des opportunités de partage de matériel et de mutualisation. Maintenant, en termes de commercialisation, on peut souligner déjà la nécessité, enfin, la recherche d'un équilibre en fait entre un circuit fort, au sens un circuit qui permette soit d'écouler du volume, soit de bien valoriser en termes de prix sa production, soit les deux. Et donc un équilibre entre un circuit fort tel que celui-ci et des circuits diversifiés, où en fait trop de diversification ça peut diluer en fait l'efficacité commerciale. Et donc cette efficacité commerciale d'ailleurs on peut l'approcher avec le ratio du chiffre d'affaires sur le temps de commercialisation. Ensuite, l'idée c'est de veiller à ce qu'il y ait une cohérence en fait entre la stratégie de commercialisation et le système de production et les investissements qu'il y a en face. Typiquement, en guise d'exemple, si on cherche à vendre toute l'année, mais qu'on n'a ni abri pour allonger la saison de production, ni espace de stockage pour stocker sur une longue durée des légumes de conservation, ça va être compliqué. Donc il faut absolument que les deux stratégies soient bien cohérentes ensemble. Ensuite, on peut chercher à avoir une stratégie de valorisation des éventuelles surproductions ou des invendus auprès de magasins spécialisés, de transformateurs ou même d'autres producteurs dans le cadre d'achat-revente. Et puis voilà, s'agissant d'achat-revente, c'est important de ne pas se l'interdire par principe, hein, parce que
Bah, l'achat-revente, c'est des opportunités de complément de gamme à la vente. Donc tout ça, c'est dans un sens. Et puis dans l'autre sens, c'est aussi des opportunités, comme je disais, de valorisation d'éventuelles surproductions. Ça autorise aussi le fait de ne pas produire certaines cultures. Et on pense notamment aux cultures de garde, hein, qui sont un peu plus contraignantes dans des systèmes de micro-fermes, à la fois en termes de surface de culture, à la fois en termes de possibilités de stockage. Et puis voilà, donc enfin dans tous les cas, achat-revente ou non, c'est bien de se poser la question et c'est important aussi d'être transparent vis-à-vis de la clientèle pour à la fois voilà, justifier de la provenance des produits si jamais on achète pour revendre ou si on n'en fait pas, d'être capable d'expliquer l'arrêt d'une production, l'arrêt de la commercialisation d'un certain légume si jamais on arrête de produire et qu'on ne souhaite pas faire d'achat-revente. Et maintenant, en termes de mutualisation et de délégation, il y a certains pans de l'activité qui peuvent être à minima mutualisés, voire délégués. Et ça, donc on arbitre entre faire des investissements ou faire des travaux en propre soi-même, ou mutualiser, ou encore déléguer sous forme de prestations. Et donc ça, c'est en fonction de ses compétences, en fonction de sa capacité d'investissement, en fonction de ses envies aussi. Et donc la mutualisation, elle peut porter donc par exemple sur le matériel, avec de l'emprunt de matériel, soit de l'achat en commun autrement, ou là encore de la prestation. Prestation qui peut s'envisager pour certains travaux, hein, l'entretien des abords par exemple, des travaux du sol lourds qui nécessitent du matériel spécifique, ou même voilà, l'entretien du matériel et des infrastructures qui peut être délégué. La mutualisation, elle peut aussi porter sur la main-d'œuvre, hein, avec des simples coups de main ou avec des systèmes d'échange de temps de travail, par exemple, voire en passant par des modalités plus structurées telles que des groupements d'employeurs. Et voilà, ça peut aussi passer par la mutualisation des approvisionnements avec des commandes groupées, par exemple, pour en réduire les coûts, ou même de la commercialisation avec des livraisons groupées. Et je passe à la quatrième thématique. Donc là, il s'agit du pilotage de l'activité. D'abord, on rappelle euh, l'ordre dans lequel l'ordonnancement des stratégies. En fait, on commence par définir des objectifs financiers, donc des objectifs financiers qui se traduisent en objectifs de revenus et en objectifs d'investissement, de capacité d'investissement. De là, on décline des objectifs commerciaux, des objectifs de vente qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs financiers. Et une fois qu'on a des objectifs de vente, on définit des objectifs de production pour atteindre ces objectifs de vente. Et donc des objectifs de production, donc en termes de volume, en termes de gamme et en termes de prix. La planification en maraîchage diversifié sur petite surface, elle est fondamentale. Elle permet une adéquation en fait entre les objectifs commerciaux et la production au champ. Elle permet aussi de prévoir quoi faire, où le faire et quand, et notamment de positionner les moments clés d'intervention. Elle permet aussi d'anticiper les pics de travail, et puis au quotidien aussi, c'est un bon moyen, quand c'est bien fait, de limiter la charge mentale, de ne pas se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, qu'est-ce qui est prioritaire. Ça peut passer par des systèmes d'affichage de tâches, que ce soit les opérations culturales, que ce soit les commandes de semences, le lancement d'une production d'une série de plans, et même les opérations de vente, tout ça peut être planifié de manière planifié en fait en basse saison de manière à pas se poser toutes ces questions en cours de saison. Et ça, c'est vraiment un des piliers du maraîchage diversifié sur petite surface. Et puis après, en termes de suivi, de pilotage, on peut se poser la question en fait on parle souvent de traçabilité, hein, sur le plan réglementaire, traçabilité notamment des pratiques de fertilisation et d'épandage de produits phytosanitaires. Ici, on parlera plutôt voilà, de suivi de l'activité au sens d'une forme de traçabilité de certaines données. Certaines données qui peuvent être pertinentes et qui permettent en fait de calculer des indicateurs globaux, enfin plus ou moins globaux ou plus ou moins précis,
et qui vont permettre d'analyser son système, en fait, de mieux le comprendre, voire de le comparer à d'autres systèmes similaires dans une dynamique de groupe. Alors après, donc ça, voilà, donc quand je parle de ces données-là, ça peut être voilà, le temps de travail par type de main-d'œuvre, par type d'opération, ça peut être voilà, les données économiques classiques, hein, les chiffres d'affaires, les coûts de production, les excédents bruts d'exploitation, etc. Donc ça, c'est des données que la comptabilité peut renseigner, hein, et puis voilà, d'autres données sur les surfaces, la répartition des surfaces, l'utilisation qu'on en fait. Et en fait, voilà, ça permet de calculer certains indicateurs, en fait, et puis au-delà de ça, au-delà de la compréhension pure de son système et d'une éventuelle comparaison avec d'autres systèmes, ça permet en fin d'année, quand on a tracé ces données, quand on a tracé aussi voilà, les itinéraires techniques, de faire un bilan objectif de l'année, des éventuels échecs de culture. Et ça, c'est un vrai outil d'aide à la décision parce que ça permet d'adapter pour l'année suivante, d'arbitrer sur l'arrêt ou non de telle ou telle production, de l'arrêt ou non de tel ou tel circuit, ou d'évolution des orientations qu'on peut donner à sa commercialisation, à sa production, voire à une stratégie d'investissement. Donc ça, c'est vraiment dans une approche globale. Et puis après, on peut aller plus ou moins loin, hein, mais ça reste difficile en maraîchage diversifié, sur petite surface, ça reste difficile d'aller à une échelle à la culture, vraiment précise, d'avoir des données à la culture. Et alors ça reste intéressant, hein, mais voilà, déjà une approche globale, ça peut être très pertinent pour objectiver le fonctionnement de sa ferme en fait. Après, ça questionne, cette démarche, ça questionne, voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps parfois, donc ça questionne, voilà, avec quels outils, sur quel support on s'appuie pour pour tracer ces données-là. Donc il y a de plus en plus hein, d'outils, des outils de planification qui permettent aussi de renseigner certaines données. Euh, et globalement, voilà, globalement, l'intérêt d'une approche globale à ce niveau-là est quand même démontré. Et j'en viens à la dernière catégorie qui est la santé du maraîcher, avec en premier lieu cette citation, donc s'installer en maraîchage bio sur petite surface, c'est bien. Être en mesure de le rester, c'est mieux. Effectivement, à la fois sur le plan physique, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, pas d'économie sur l'ergonomie. C'est vraiment un élément fondamental de la vivabilité de ces systèmes-là, hein. Et c'est pas spécialement spécifique au maraîchage sur petite surface, mais on peut quand même le rappeler. Et donc l'ergonomie, dans un but de réduire la pénibilité physique, elle peut passer par plein de volets. Elle peut passer par déjà l'organisation spatiale de la ferme, hein, pour limiter les temps de déplacement, d'autant plus si on est dans un contexte de pente, par exemple. Et ça, voilà, ça passe par la localisation des lieux de passage récurrents, comme par exemple le bâtiment, on va essayer qu'il soit le plus central possible, d'avoir des voies de circulation carrossables en permanence, ça je l'ai évoqué tout à l'heure, avoir des plateformes de même hauteur par exemple aussi pour limiter les ports de charge, le fait d'avoir des rampes plutôt que des marches pour faciliter le passage voilà, de chariots à roulettes ou de diables. On veillera aussi à avoir une attention permanente aux postures, hein, et on peut se former aussi sur ces aspects-là pour limiter les impacts physiques sur la santé. On veillera aussi à ce que les équipements qu'on achète ou qu'on utilise ils soient adaptés à la fois à l'usage qu'on va en faire, bien sûr, mais aussi à l'utilisateur, en termes de taille, en termes de puissance. On envisagera la prestation aussi quand c'est nécessaire sur certains travaux. Et puis voilà, c'est important de bien identifier ses besoins en repos et en temps non travaillé, que ce soit sur un pas de temps quotidien, donc sur l'amplitude horaire d'une journée, que ce soit à l'échelle d'une semaine, sur les week-ends par exemple, ou à l'échelle d'une année, les besoins en congé. Et à la fois sur le plan psychologique et de charge mentale, l'enjeu en fait c'est de simplifier la complexité. Les micro-fermes maraîchères diversifiées bio, ce sont des systèmes qui sont éminemment complexes,
de par les productions très diversifiées qu'il y a dessus, et puis de par les organisations de travail aussi qui ont lieu. Donc l'enjeu, simplifier la complexité. Et donc ça passe d'abord par bien se connaître, d'avoir bien identifié ses envies, ses besoins et surtout ses compétences pour savoir ce qu'on veut faire ou non, et ce qu'on peut faire ou non. Simplifier la complexité, ça passe aussi par exemple, par la standardisation des unités de production, que ce soit des planches permanentes, les buttes, les abris. Voilà, ça permet à la fois de simplifier la planification au moment où on fait sa planification, d'avoir des unités standards, et puis ça simplifie aussi le travail au quotidien. On peut s'appuyer sur des outils d'organisation partagés quand on travaille à plusieurs, encore une fois pour simplifier la complexité, et puis toujours voilà, chercher à rompre l'isolement si on y est sujet, et ça passe par voilà, l'insertion dans le tissu socio-économique local que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est la fin de cette présentation, je vous remercie de m'avoir écouté.